Europe 1 Matin. Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre grande interview CNews Europe 1. Vous êtes donc magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Dans quelques heures, les obsèques de la jeune Philippine, 19 ans, seront célébrées à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Le meurtre de cette jeune fille secoue toute la France. Elle a été tuée par un Marocain de 22 ans sous OQTF, libéré du centre de rétention administrative au début du mois par un juge des libertés de la détention. Quelle est la responsabilité de la justice et de ce juge dans ce drame ? Il y a toujours une responsabilité quand on assiste à un fait tragique aussi abominable et il est absolument nécessaire de se remettre en question et de ne pas balayer ça en disant c'était comme ça, les choses ont été parfaites. Si on arrive à une tragédie pareille, c'est que peut-être on peut améliorer le système. Sur la responsabilité qu'on va pouvoir rechercher des uns et des autres, moi, il ne m'appartient pas, évidemment, aujourd'hui, de dire s'il y a eu une faute particulière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment notre justice n'arrive pas, ou n'arrive plus, à protéger, en fait, des personnes dont on sait... protéger des personnes, alors que l'on sait, qu'on a des personnes dangereuses entre nos mains. Mais Béatrice Brugère, vous parlez de responsabilité. Est-ce qu'il y a non-assistance à Français en danger ? Il y a une responsabilité. Vous dites oui, la justice a une part de responsabilité. Oui, alors sur la question du droit des étrangers, puisque c'est quand même, et ce contentieux administratif qui est, je pense, le contentieux le plus abscon, le plus complexe que l'on ait pu faire, et qui n'arrête pas d'ailleurs d'être réformé. Je crois qu'on doit être à la 134e réforme, et j'entends, et vous allez sans doute me poser la question, qu'on va encore le réformer, puisqu'on vient de réformer ce droit. Il faut quand même savoir que c'est une responsabilité partagée entre de très nombreux acteurs. Vous avez la justice administrative, vous avez la justice judiciaire, c'est-à-dire notre partie. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un juge de la liberté de la détention, donc c'est un juge judiciaire. Mais vous avez aussi le Quai d'Orsay, vous avez la préfecture de police. Donc, si vous voulez, c'est une responsabilité partagée. Moi, j'appelle juste votre attention sur un rapport, on n'aura pas le temps de le détailler, qui est un rapport très intéressant qui a été fait par la Cour des comptes au mois de janvier de cette année, qui est passé un peu inaperçu d'ailleurs, qui est absolument accablant sur justement ce contentieux. Ce rapport, il dit « Le droit est instable, la jurisprudence est foisonnante, l'organisation n'est pas au rendez-vous, les moyens ne sont pas là. » Et met en cause, puisque c'est votre question, tout un système défaillant. Donc, au-delà d'une responsabilité personnelle ou pas, qui m'appartient absolument pas de rechercher aujourd'hui, ce qu'il faut analyser, c'est comment on arrive, alors qu'on passe notre temps à réformer, à avoir perdu de vue l'essentiel, à savoir la protection des citoyens. Mais la décision du juge des libertés de la détention a été de libérer cet individu tout en constatant et en l'écrivant qu'il y avait un risque de récidive. Mais c'est ça le paradoxe. Et les Français ne comprennent pas. Mais ils ont raison. Et votre serviteur non plus. Mais ils ont raison de ne pas comprendre, mais il n'y a pas que les Français, il y a aussi les magistrats dont je fais partie, c'est-à-dire notre syndicat, qui dénonce en permanence ce que j'appelle des injonctions contradictoires, mais aussi une perte de vue de l'essentiel. À quoi sert la justice ? À quoi sert le droit ? Pas à faire du juridisme sans âme, pas à faire de la technobureaucratie, pas à faire de la complexité, est-ce que l'alinéa marche, est-ce que ça, à reprendre conscience que le droit et la justice doivent correspondre à l'essentiel, c'est-à-dire protéger les citoyens, rendre la justice et garantir les libertés. Aujourd'hui, et c'est pas la première fois, c'est pour ça que j'en parle, cette affaire n'est pas une affaire de plus, c'est une affaire de trop, puisque nous avons eu d'autres affaires, vous vous rappelez, Lola, etc. Évidemment. Lors de l'incarcération de ce Marocain sous OQTF, la justice n'a rien fait pour qu'il soit expulsé. Elle aurait pu demander une libération-expulsion pendant son incarcération. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas demandé ? Oui, alors ce système... Pour anticiper la démarche. Mais vous avez raison. En fait, la question, et c'est ce que je disais, la Cour des comptes le dit, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas d'organisation. C'est une responsabilité conjointe, je le rappelle, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. C'est d'autant plus intéressant de le rappeler que vous savez qu'aujourd'hui, chacun dit chacun chez soi. Non, pas chacun chez soi. La justice et l'Intérieur doivent travailler main dans la main, notamment pour améliorer le système. On manque d'anticipation, on manque de stratégie très clairement. Et quant à l'expulsion dont vous parlez, il va falloir aussi améliorer le système parce qu'on n'en fait quasiment pas. Mais la vérité, c'est que les détenus condamnés dangereux n'ont rien à faire dans les centres de rétention administrative. Ils doivent pouvoir être expulsés
en amont au maximum pour éviter justement ce passage avec toutes les difficultés que l'on connaît. Béatrice Brugère, invitée de la grande interview CNews Europe 1. Laurent Wauquiez dépose une proposition de loi qui vise à rallonger la durée maximale de rétention en centre de rétention administrative. On passerait de 90 jours à 135 jours dans les CRA. 45 jours de plus pour se laisser plus de temps pour obtenir un laissez-passer consulaire. Et pendant les 90 premiers jours, le JLD, le juge de la liberté et de la détention, ne pourrait pas intervenir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors... Tout est dans la manière dont on rallonge. En effet, d'autres pays l'ont fait. Vous savez qu'on n'est pas les meilleurs là-dessus. Pourquoi pas ? Il faut quand même rappeler que ça coûte 600 € par jour, une journée dans un centre de rétention administrative. Et une journée dans une détention, ça coûte 100 €. Donc, le mieux, c'est déjà qu'on ne soit pas dans un centre de rétention administrative, comme on vient de le dire avant, et qu'on anticipe. Mais rallonger, pourquoi pas, si on donne les possibilités aux juges de la liberté et de la détention de prolonger sur des critères qui ne soient pas absurdes. Or, les critères aujourd'hui, puisqu'on l'a vu sur la dernière prolongation, parce que du coup, moi aussi, je suis allée re-regarder les textes, ne permettent quasiment pas, alors qu'on a quelqu'un de dangereux, si il n'a pas, commis de troubles à l'ordre public dans les 15 jours, on ne peut pas le prolonger. Donc ça, c'est pas possible. Il faut arrêter de nous saisir tout le temps. Donc si on prolonge et qu'on nous saisit tout le temps sans nous donner les moyens réels de pouvoir prolonger, ça sert à rien. Jordan Bardella, lui, propose le retour de la double peine. Ça a été formulé ainsi par Éric Ciotti, la prison puis l'avion. Est-ce que c'est pas à cette formule, j'allais dire, simple, à laquelle il faut aller ? Alors la prison plus l'avion, c'est déjà possible en vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si la préfecture de police travaille main dans la main avec la justice, anticipe, prend un arrêté d'expulsion dans les 48 heures à la sortie, c'est possible, je le dis. Mais la question, c'est pas tout à fait ça. La double peine, c'est ce que Nicolas Sarkozy a supprimé. L'expression est malheureuse. Ce n'est pas une double peine. Tout le monde dit c'est une double peine. Non, c'est une efficacité de la sanction qui permet en effet de mettre, à distance tout de suite quelqu'un qui n'a rien à faire sur notre territoire. Donc oui, voyons comment le remettre en place. Le syndicat de la magistrature, un autre syndicat de magistrats que le vôtre, qui est classé à l'extrême gauche, dénonce le traitement médiatique du meurtre de Philippine et dénonce, je cite, une surenchère xénophobe. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle a été votre réaction quand vous avez entendu ça ? Moi, ça me choque de lire ça, je vous le dis très, très clairement. Moi, je ne fais pas de politique, mais je trouve que ce point de vue est absolument, dans la tragédie que nous sommes en train de vivre, totalement déplacé. Alors, c'est pas xénophobe que de décrire la réalité. Environ un quart des détenus français sont étrangers et un tiers de ces détenus étrangers viennent d'Afrique du Nord, du Maghreb, avec la nationalité algérienne qui arrive en première position. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas, j'aimerais avoir votre avis de magistrate, une incarcération de ces individus dans leur pays d'origine ? D'ailleurs, quand un Français est incarcéré à l'étranger, dans un autre pays que le sien, il demande souvent à être rapatrié en France. Pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas aux étrangers ? Et on libérerait des places de prison, accessoirement. C'est possible, on ne le fait pas. Nous avons les textes. C'est-à-dire que nous avons la capacité, ça s'appelle le transfèrement. Quand une personne étrangère est condamnée, que ce soit européen ou extra-européen, là vous avez parlé extra-européen, mais pour les Européens, il n'y a pas de la difficulté du laissez-passer consulaire, puisque vous savez qu'on est dans l'espace Schengen, donc on pourrait le faire. Ça correspond à 3-4 000 personnes aujourd'hui en détention, on ne le fait pas. Réponse, pourquoi on ne le fait pas ? Il appartient au ministre de la Justice de faire en sorte qu'il donne des instructions pour que ça soit fait. Quand vous nous dites qu'il y a possibilité de le faire et qu'en réalité... Les textes sont là, on ne l'applique pas. Quand, pour les Européens, il n'y a pas de la difficulté du laissez-passer consulaire. Pour les autres, c'est-à-dire ceux que vous avez cités sur le Maghreb, on retombe sur l'obstacle que vous avez déjà évoqué et que tout le monde connaît, qui est un obstacle à la fois du Quai d'Orsay et politique, d'anticiper et de forcer la main pour avoir des laissez-passer. Les textes existent, ils ne sont pas appliqués. Le problème de la justice, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a un arsenal finalement parfois assez complet, pas toujours bien fait, mais assez complet, mais qui n'est pas exécuté. À Mazamet, je voulais qu'on parle également de ce qui s'est passé à Mazamet le week-end dernier. Le jeune Paul, 17 ans, a été lynché par des individus violents, mineurs, parce que Paul avait dit quelques instants avant qu'il était homosexuel, et visiblement ça plaisait pas à ces individus. Ces mineurs ont tous été relâchés sous contrôle judiciaire. Ils ont été interpellés. Ils font partie de familles qui ont été qualifiées par le maire de Mazamet de familles de délinquants de père en fils. C'est pas rien. Et ils ont tous été relâchés sous contrôle judiciaire. Où est la sanction ?
Vous le connaissez peut-être pas, mais en tout cas, notre syndicat a fait des propositions extrêmement fortes pour réformer en urgence la justice des mineurs, sur laquelle nous étions totalement opposés. Aujourd'hui, il faut avoir les moyens, et nous le réclamons, donc nous le réclamons aux politiques, mais aussi aux parlementaires, de pouvoir changer le système, parce que pour les mineurs qui commettent des faits graves, c'est-à-dire quoi des faits graves? Des atteintes à l'intégrité des personnes, puisque je crois que ce jeune homme a été plus que bousculé. Oui, il a été lynché. On ne peut pas laisser passer pour des mineurs, d'abord c'est pédagogique, des faits pareils. Nous proposons de réinstaurer la possibilité d'avoir des comparutions immédiates rapides pour ces mineurs, de justement mettre des ultra courtes peines de prison et d'inverser tout le système. Il faut juste savoir que sur la justice des mineurs, encore plus que la justice des majeurs, l'injonction permanente des textes de la chancellerie, de la pénitentiaire, c'est de dire incarcérer le moins possible et de réduire les possibilités d'incarcération. Le résultat, il est là tous les jours. Parce que quelle est l'image de la justice quand on voit ça? C'est-à-dire que quand on voit ces trois jeunes dans la rue qui pourraient croiser accessoirement la victime, Paul, 17 ans, la victime qui a même, d'ailleurs, ils risquent pas de la croiser, la victime, parce qu'elle a peur de sortir de chez elle. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, on a perdu le socle essentiel d'une société qui est celui de la protection de l'intégrité. On a perdu aussi de vue la place des victimes. C'est-à-dire qu'on a un focus permanent sur le délinquant, sur lequel on regarde comment... Dans ce cas précis, on privilégie les délinquants. Exactement. Donc la victime doit retrouver sa place, toute sa place, rien que sa place. Et sur cette histoire, justement, de détention, la problématique, c'est qu'on dit à chaque fois, la justice est laxiste. Vous le savez, puisque c'est la première chose. Mais moi, je dis, les juges ne sont pas laxistes, on leur demande de l'être. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il faut instaurer des peines planchers, des peines minimum ? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Tout est envisageable. Il n'y a pas, si vous voulez, de tabou sur la question des peines. On doit pouvoir trouver des... Ce qui est intéressant... Il n'y a peut-être pas de tabou, mais... En tout cas, il n'y en a pas pour moi. Il n'y en a pas pour vous, oui, voilà. C'est que ce qui est intéressant... Parce que pour certains, il y en a. Ce qui est intéressant dans les peines planchers, c'est trois choses. Un, la progressivité. Vous êtes déjà récidiviste, il est normal que vous soyez puni davantage. Deux, la certitude d'une peine, c'est-à-dire éviter l'aléa. Trois, la lisibilité aussi pour celui qui commet, il sait qu'il encourt quelque chose et peut-être que là, il y a une prévention. Donc oui, moi je suis plus sur des peines minimales, qui sont des peines sur lesquelles on ne pourrait pas descendre, ce qui existait d'ailleurs avant 94, mais pourquoi pas aussi des peines planchers. On a dit que ça n'avait pas marché, c'est pas tout à fait vrai. Les peines planchers ont marché contrairement à ce que l'on dit, peut-être pas autant que l'on veut, mais elles ont marché. Vous réclamez un choc de simplification en réalité de la justice. Comment le mettre en place? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en France, on punit mal et trop tard? Bien sûr. En fait, on a une procédure qui est devenue impossible à gérer. On a trop de possibilités de recours, d'appels en permanence qui sont inutiles. On a trop de possibilités de failles dans la procédure qui font tomber des procédures. D'ailleurs, aujourd'hui, plus personne ne veut faire de la procédure pénale. La police judiciaire ne veut plus en faire. Et l'on voit tous les jours, et les magistrats aussi, une espèce de techno-bureaucratie législative, en fait normative, qui fait que on perd du temps sur l'essentiel, et donc il faut simplifier. Tout le monde le demande, nous le demandons, nous avons fait des propositions, nous attendons, nous n'avons encore rien vu venir. Le service de la statistique de la chancellerie, Béatrice Brugère, a révélé cette semaine que plus de 40% des peines de prison ferme étaient aménagées ou converties avant incarcération. Donc en gros, les personnes n'allaient pas en prison. Tout à fait. Quel est le sens d'une peine de prison aujourd'hui, quand un magistrat condamne quelqu'un de la peine de prison ferme? En fait, on a mis en place aujourd'hui, depuis des années, et là on arrive au bout, je crois, du système, ce que d'ailleurs le ministre de l'Intérieur a plus ou moins dit, une forme de droit à l'inexécution. En fait, c'est une forme de droit à l'inexécution de la peine prononcée telle qu'elle. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que on prononce, je vais faire très simple, oui, à peu près 20% de peines de prison. Je suis allée regarder les statistiques, 22% exactement, sur toutes les peines prononcées. 1 sur 5, d'accord? Sur ces 22% de peines de prison, 40% sont immédiatement transformés, convertis ou aménagés à l'audience. C'est-à-dire que on vous donne une peine, immédiatement c'est converti. Et c'est 40%, mais 89% des peines pourraient être aménagées. Donc on a bien mis en place un système qui fait que la peine de prison, qui est rare, 1 sur 5,
soit immédiatement transformé. Donc tout le système de l'application des peines, en fait, détricote, déconstruit en permanence les peines. Et c'est ça qu'il va falloir changer. Et c'est ça qu'il va falloir peut-être modifier. Merci beaucoup Béatrice Brugère, invitée de la grande interview CNews Europe 1, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Merci à vous, bonne journée. Merci.